vous allez redécouvrir peut-être pour certains aficionados en quoi consistent les NFT et quels sont leurs usages, comment vous pouvez mettre en place de tels projets. Est-ce que vous êtes investisseur, émetteur, collectionneur? Qu'est-ce que vous apporte et qu'est-ce que vous dit la réglementation en la matière? On va même peut-être pouvoir évoquer le régime fiscal de ces NFT, ce sont des vrais sujets. Vous voulez vous lancer dans un tel projet, quelles sont les réflexions essentielles à avoir et ce, avant de vous lancer, hein. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui et je pense qu'on va pouvoir commencer si vous êtes d'accord. Merci Anne-Sophie. Je vous en prie. Donc, eh ben, écoutez, je suis donc Anne-Sophie Reynaud, je m'occupe du développement de Blockchain ISDev et donc je suis ravie de vous présenter aujourd'hui Mathieu Lucchesi, qui est un avocat spécialiste, déjà spécialiste sur des sujets aussi nouveaux que ceux-là, en matière de stratégie juridique et réglementaire, et ce dans le domaine de l'innovation et plus particulièrement dans la blockchain. Donc, à peine 35 ans, Mathieu s'impose comme une référence en matière de conseil juridique dans le domaine de la blockchain. Analia, donc, qui est COO de Blockchain Dev. Donc, Analia maîtrise la blockchain depuis déjà de nombreuses années. Elle est ingénieure informatique de formation. Elle a travaillé sur des opérations internationales et à des niveaux transversaux. Donc en Argentine, Analia, tu es d'origine argentine, États-Unis, Brésil, Algérie, Espagne, Portugal, et donc en France aujourd'hui, on en est ravis, dans des sociétés privées de l'industrie high-tech, chez Hewlett-Packard par exemple, Schlumberger et Consensus. Et par ailleurs, aux côtés des pouvoirs publics, elle est fondatrice et membre active de Positive Blockchain, il faudra qu'on en parle à l'occasion, une association à but non lucratif qui aide les institutions gouvernementales et les startups de toute structure souhaitant utiliser la blockchain pour un impact positif. Voilà. Donc, bienvenue à tous les deux. On peut peut-être rapidement présenter JIT 255, Mathieu, qui est la business unit spécialisée de JIT, un grand cabinet international français qui a plusieurs bureaux dans le monde. Je crois que vous êtes pas loin de 1000 avocats dans le monde. Et donc, Absolument. voilà, et GID s'impose avec cette nouvelle marque, GID 255, aux côtés des startups et des projets finalement innovants, pas uniquement les startups, hein, sur des sujets aussi pointus que la blockchain. Absolument. Voilà, donc pour Blockchain XDev, un rapide topo aussi, c'est une startup qui est aujourd'hui une émanation à la base de SystemX, mais qui a pour vocation d'accompagner sur le plan du conseil et du développement, vraiment d'être le tech partners pour tout type de structure et tout type de projet blockchain. Voilà, en France et à l'international. Merci. Merci tout le monde pour venir. Merci Anne-Sophie pour les présentations et merci Mathieu encore pour nous rejoindre. Et donc, du coup, on va passer à quelques questions et avec Mathieu, on va se permettre de faire des commentaires sur les questions qu'Anne-Sophie elle va nous montrer. Et donc, du coup, pour commencer, on voulait mettre les accents sur qu'est-ce que c'est la fongibilité dans le numérique. Donc, on écoute aujourd'hui beaucoup de commentaires sur les NFT. Donc, qu'est-ce que c'est un NFT? Donc, du coup, un non-fungible token, ça veut dire que un élément, si on part de la définition de fongibilité, si on part de la définition de fongibilité, un élément qui est fongible, c'est un élément qui il est exactement pareil et qu'il est interchangeable avec un autre élément du même type. Donc, par exemple, si on parle d'une pièce de 1 euro, deux pièces zéro, ils sont exactement la même valeur. Et ici, on met les deux pièces dans la même pochette. En sortant de la pièce, on ne peut pas savoir c'est laquelle c'était celle qu'on avait à la main d'abord. Dans les contraires, les non-fongibilités, ça va être quand si j'ai deux éléments, ils ne sont pas interchangeables parce qu'il a une valeur intrinsèque et unique à cet élément. Donc, par exemple, une peinture de Picasso ne va pas avoir la même valeur qu'une autre peinture de Picasso parce que même si
dans l'absolu, c'est des peintures, c'est de l'oleo et c'est Picasso. Et elles sont pas exactement la même valeur. Après, il y a un nouveau concept qui s'ouvre, que c'est la semi-fungibilité. Donc, la semi-fungibilité, je me permets d'exploser là parce que ça va être important un peu plus tard. Donc, du coup, la semi-fungibilité, ça va être quand deux éléments du même type, ils sont basiquement tous les mêmes caractéristiques. Donc, ils seraient indistinguables, je ne sais pas comment dire en français, désolé, mais on ne peut pas les distinguer un de l'autre, sauf par un ID unique. Donc, par exemple, deux billets de 5 euros, et elles sont exactement la même valeur. On pourrait dire on pourrait imaginer d'abord qu'ils sont fongibles, mais en vrai, du moment où il y a un serial number, un numéro de série, ça fait en sorte que, par exemple, s'il y a un des billets que son numéro de série il est associé par exemple, je ne sais pas comment on dit, un assault, un problème dans la banque. Donc, du coup, cet billet, il n'aurait pas la même valeur que l'autre billet qui a un numéro de série différent. Et de la même façon, s'ils sont les mêmes numéros de série, ça veut dire qu'il y a un de deux qui est faux. Et donc, du coup, je pense que ça remplit à peu près qu'est-ce que c'est la fongibilité dans les numériques. Donc, ça va être les mêmes concepts, mais reflétés dans les numériques. C'est une chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Avant la blockchain, on ne pouvait pas représenter cette unicité dans les fichiers numériques. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute cette émotion qu'il y en a autour des NFT. Je ne sais pas, Mathieu, tu veux mettre un petit mot pour tous les mots que je n'ai pas réussi à dire en français? Non, non, c'était extrêmement clair. Je pense qu'en effet, le sujet des NFT, en tout cas la grande nouveauté, c'est que ça vient dans l'univers du numérique et en particulier via la blockchain, donner une traduction technologique à l'unicité, à la rareté et du coup à la valeur de cette rareté. Et ça fait une bonne transition vers les cas d'usage, qui est l'autre question dont Anne-Sophie voulait parler. En effet, aujourd'hui, pardon. Encore une autre. Oui, on était sur le sujet de fongibilité et non fongibilité, mais je crois vous avez déjà un peu présenté le point. Ouais, tu peux passer au suivant. Ouais. Donc, en effet, dans les cas d'usage, absolument, je pense qu'on a tous ici vu énormément de projets, de lancements de NFT plus ou moins médiatisés, que ce soit des NFT lancés par des marques de fast-food très connues ou des NFT vendus comme des œuvres d'art par des maisons de vente. On voit que les cas d'usage se multiplient et sont extrêmement diverses. Et en tout cas, nous, on le voit chez Gide quand on a travaillé sur des projets concrets de NFT. À mon sens et de mon expérience, j'ai identifié deux grandes catégories de NFT selon les cas d'usage dans lesquels ils s'inscrivent. On a d'abord les NFT, ces non-fungible tokens, qui sont vraiment pensés comme des accessoires, des digital twins de biens réels. Donc, vous avez par exemple des NFT qui représentent par exemple un bien de consommation que le NFT permet de représenter numériquement et pour lequel le NFT permet de fournir un certain nombre de données sur la chaîne de production, les différentes personnes qui sont intervenues dans sa conception, les différentes personnes qui ont acheté le bien physique. Mais vous voyez là que le NFT, il n'existe et il n'a de sens qu'en lien avec un produit physique, que ce soit un bien de consommation, que ce soit un bien de luxe, que ce soit plein d'autres cas pratiques. Et puis, vous avez aussi l'autre grande catégorie qui regroupe les NFT qui n'ont pas de lien avec un produit physique et qui sont vraiment des actifs numériques totalement autonomes et qui ont une valeur et une existence en tant que tels. Donc là, on pense bien évidemment aux NFT qui représentent des actifs digitaux dans le monde du gaming, dans le monde de l'art digital. Voilà.
Mais en tout cas, vous n'avez pas du tout cet enjeu de lien avec un produit physique. Et je pense que ça, c'est extrêmement important à avoir en tête. Déjà parce que c'est important quand vous réfléchissez à des projets de NFT, à bien comprendre le cas d'usage que vous avez en tête. Est-ce que vous pensez le NFT en lien avec une activité physique? Et à ce moment-là, comment vous allez assurer ce lien avec le produit physique, par exemple? Ou est-ce que c'est un NFT totalement autonome? Et ça, pour moi, en tout cas de mon activité, c'est extrêmement important parce que cette distinction, elle a aussi un lien direct avec la réglementation qui s'applique au NFT. Mais peut-être avant de passer à la réglementation, Analia, tu veux… Oui, Analia. Oui, je voulais ajouter un truc. Merci pour ton explication. Et un commentaire sur cette différenciation entre les digital twins et les NFT qui sont standalone. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bruit. J'ai l'impression, on a tous l'impression qu'il y a beaucoup de bruit autour des NFT. Et donc, du coup, des fois, c'est un peu difficile à imaginer pourquoi on voudrait faire une représentation digitale ou numérique, pardon, d'un objet qui lui-même, il a déjà de la valeur. Donc, du coup, il faut réfléchir là que, par exemple, aujourd'hui, il y a pour beaucoup de marques qui sont des producteurs des objets physiques, comme ils ne sont pas la même personne qui produit l'objet, qui va vendre cet objet au consommateur final, ils perdent la connexion au consommateur. Donc, il y a une possibilité de faire un suivi de cette relation client. Et donc, du coup, on les voit aussi maintenant qu'il y a de plus en plus les secondary markets, un marché secondaire pour des biens de luxe. Donc, du coup, les grandes marques, ils perdent cette connexion et ils n'ont pas la possibilité d'avoir une continuité et de comprendre qu'est-ce que c'est l'utilisation et c'est quoi la vie complète d'un bien de luxe, par exemple. Et une autre utilisation aussi, c'est par exemple si il y a des objets comme par exemple un collier, je veux dire, qu'il pourrait avoir de la valeur ajoutée au-delà de son valeur intrinsèque, mais parce qu'il a appartenu à quelqu'un. Donc, avoir ces digital twins, comme Mathieu le disait, va nous permettre de faire un suivi de la vie et avoir une connexion directe des producteurs avec la personne, les propriétaires, les nouveaux propriétaires des NFT, mais aussi ça va nous permettre d'avoir un nouveau paradigme d'utilisation. Et donc, du coup, pareil pour les NFT. Donc, du coup, les NFT, ça existe depuis presque les débuts de la blockchain. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de bruit, mais il faut garder en tête aussi que c'est pas qu'on peut faire des trucs que si bien on peut évidemment acheter un petit chat avec un arc-en-ciel pour avoir un collectible, une collection, pour les collectionner parce que ça nous fait plaisir, et on a les droits. Et aussi, on peut envisager des changements de paradigme. Donc, par exemple, changer la façon dont on achète de l'art, etc. Je pense qu'on va continuer un peu plus sur ce sujet un peu plus tard, mais l'idée, c'est ça, d'essayer de s'ouvrir, c'est-à-dire qu'un token, un non-fungible token, ça qui nous va permettre, c'est d'avoir toute une logique numérique qu'on va pouvoir associer soit à une pièce d'art ou à un contenu digital, mais aussi ajouter toute la logique numérique à un objet qui existe déjà et qui c'est peut-être un objet si traditionnel comme une bague honneur qui appartenait à quelqu'un qui ont, je ne sais pas, je veux dire Beyoncé, pas parce que j'ai quelque chose en particulier avec Beyoncé, mais à un artiste, à quelqu'un qui en admire. Et c'est tout de mon côté. Merci. Et c'est pour compléter sur ce que tu dis et parce qu'on en parlait en préparant ce webinaire, quand tu parles du changement de paradigme, ça, il faut bien comprendre que c'est extrêmement fort et puissant. Et au-delà d'avoir une bonne connaissance, par exemple, de toutes les personnes qui seront amenées à détenir le NFT, on en parlait, Analia, pas plus tard qu'hier, la force aussi de cette technologie, c'est que grâce notamment à des smart contracts, on va pouvoir aussi automatiser un certain nombre d'événements et d'engagements
qui jusqu'à présent était extrêmement compliqué à suivre, justement parce qu'on avait une visibilité très limitée sur ce qu'il arrivait au bien quand il était vendu, revendu et qu'il circulait. L'exemple typique, en effet, comme tu disais, Anania, c'est par exemple les droits que pourrait toucher un artiste lors des ventes successives de son œuvre. Ça, c'est un sujet qui est vieux comme le monde, je dirais, mais grâce à la technologie, on a des nouvelles solutions et ça, c'est extrêmement fort. Oui, exactement. C'est comme on disait hier pour aller dans les sujets. Donc, du coup, un des cas d'usage que j'ai trouvé les plus intéressantes, je ne sais pas si les plus intéressantes, mais un des qui m'a rendu les plus heureuses, on va dire, c'est les changements des paradigmes dans la propriété intellectuelle. Donc, du coup, aujourd'hui, et même dans les passés, on a vu que les artistes qui sont de très bons artistes, qui produisent de très bonnes œuvres, normalement, dans les débuts de ces carrières, c'est des artistes qui vont avoir des problèmes à subsister ou à vraiment à vendre ces pièces d'art. Et qu'après, la première personne qui va être l'investisseur, il va acheter les œuvres et ça va être les successifs investisseurs ou acheteurs qui vont vraiment faire les profits sur la œuvre ou la propriété intellectuelle d'un artiste, soit disons, on peut parler des artistes plastiques, par exemple. Donc, du coup, avoir un smart contract, soit associé à un smart contract ou un non-fungible token associé à une pièce d'art, soit digitale ou soit comme digital twin, une pièce d'art qui existe dans le monde physique, va nous permettre d'automatiser des compensations ou des distributions de propriétés intellectuelles qui vont changer les paradigmes. Donc, du coup, moi, comme artiste, ou comme nouveau artiste ou artiste en process de développement, je vais pouvoir, par exemple, dire, je vais vendre mon pièce d'art à Mathieu. Donc, je vais les vendre pas très cher parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de vendre mes pièces, j'ai énormément de production. Et donc, du coup, Mathieu, il croit en moi. Donc, moi, je vais le vendre à lui. Mais dans notre smart contract, je vais garder, par exemple, 5% de la propriété intellectuelle. Donc, à chaque fois que Mathieu il va vendre sa pièce d'art, je vais pouvoir récupérer automatiquement, et l'artiste il va récupérer automatiquement 5% de cette royalties. Et donc, du coup, de la même façon, on peut envisager plusieurs autres modalités, comme dire du mécénat d'artistes. Donc, au début des carrières, il y a plusieurs artistes qui ont des problèmes pour commencer ou pour se lancer. Il y a beaucoup de mécénats qui veulent bien les aider. Mais donc, du coup, il faudrait trouver une façon de collaborer. Et donc, du coup, une des choses qu'on pourrait envisager, on pourrait imaginer sur la blockchain, c'est de dire, OK, moi, j'adore le travail que Mathieu il fait en tant qu'artiste. Donc, je vais faire un contrat avec lui et de façon que moi, je vais lui donner une sorte de bourse. Et avec ça, tous les NFT que lui, il va produire dans les prochaines années, moi, je vais avoir un 5% de participation. Donc, cette cas d'usage, présenté comme ça, il est assez simplifié, mais je pense que ça nous permet aussi d'ouvrir la vision et voir, pas aller encore à faire des NFT collectionnables, des collections qui sont très bien et on peut continuer à les faire parce que c'est fan et parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire avec, mais aussi de réfléchir à qu'on peut tout changer. Donc, on peut commencer d'abord à regarder qu'est-ce qu'on fait déjà chez nous sans la blockchain et voir si on peut faire des trucs extraordinaires avec des NFT. Très franchement, merci beaucoup, Nalia, mais il ne faut pas compter sur moi comme artiste. Hein. Je pense que ce n'est pas le bon pari. Mais en revanche, sur la réglementation… On peut compter sur toi pour la réglementation, Mathieu. Très bien. Et en effet, c'est une question qui revient très souvent sur les projets qui lancent ou visent à investir dans les NFT, c'est quelle réglementation s'applique. Il y a plusieurs éléments qui sont extrêmement importants à avoir en tête sur ce sujet de la réglementation. Tout d'abord, c'est qu'aujourd'hui en France, il n'y a pas de régime dédié aux NFT. Donc, vous n'avez pas une réglementation spécifique aux NFT dans la réglementation française. Et en même temps, à l'inverse, vous n'avez pas non plus
d'exclusion explicite dans la réglementation française pour les NFT. Donc, notamment, par exemple, vous n'avez pas d'exclusion explicite dans la réglementation française applicable aux actifs numériques pour les NFT. Ça, c'est le cas aujourd'hui en France. C'est important d'avoir en tête que ça va peut-être bientôt évoluer. Peut-être êtes-vous au courant, mais il y a des discussions aujourd'hui au niveau européen pour créer un cadre harmonisé dans l'Union européenne pour les actifs numériques, les cryptoactifs. Et cette réglementation future en Europe pour les cryptoactifs envisage d'exclure expressément les actifs non fongibles. Donc ça va apporter quand même un certain nombre de conforts bientôt, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, comment ça se passe? Eh bien, la manière dont ça se passe et la manière dont nous, on travaille, c'est qu'en l'absence de qualification spécifique pour les NFT dans la réglementation française, il faut vraiment regarder au cas par cas quel est le cas d'usage, qu'est-ce que fait le NFT, quelles sont les prérogatives qu'il offre, comment il fonctionne, pour lui trouver une qualification juridique précise. Et je dirais, c'est sûr que j'aimerais pouvoir être aussi simpliste et vous dire, si vous voulez regarder la réglementation sur les NFT, allez voir l'article numéro tant dans le code tel de la réglementation française. Ce n'est pas aussi simple et en même temps, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Se dire qu'un NFT qui représente une œuvre d'art n'est pas soumis à la même réglementation qu'un NFT qui représente un sac de luxe ou un paquet de pommes de terre, c'est plutôt une bonne chose. Et moi, ça me conforte. Donc, en tout cas, vraiment insister sur cette idée de revenir au use case, voir comment le NFT fonctionne. Est-ce que, par exemple, il donne des droits spécifiques? Est-ce qu'il est pensé comme un moyen d'échange? Et à ce moment-là, la réglementation sur les actifs numériques pourrait s'appliquer. Ou est-ce qu'il fonctionne différemment? Et à ce moment-là, voir quels autres pans de la réglementation peuvent s'appliquer. Quand on se pose aussi la question de cette réglementation, au-delà du cas d'usage du NFT, il faut s'interroger sur pourquoi on se pose cette question. Est-ce qu'on se pose la question parce qu'on est émetteur de NFT, parce qu'on est potentiel investisseur dans un NFT? Est-ce qu'on se pose la question parce qu'en fait, on va distribuer ou conserver des NFT? Et là encore, la réponse ne sera pas du tout la même, puisque vous avez des champs et des pans de réglementation qui s'appliquent différemment selon la fonction que vous voulez avoir. Par exemple, si vous voulez distribuer, commercialiser des NFT, vous allez avoir la réglementation potentielle sur la vente d'actifs numériques, l'échange d'actifs numériques, l'intermédiation en biens divers. Toutes ces différentes réglementations qui ne sont pas propres aux NFT, mais qui pourraient s'appliquer d'une part selon le cas d'usage et d'autre part selon la fonction que vous voulez avoir par rapport à ce NFT. Donc voilà, pas de réponse générale unique, mais un peu de travail dans la dentelle. Nous, c'est ce qu'on fait au quotidien. Intellectuellement, c'est passionnant, évidemment, mais en tout cas, c'est nécessaire aujourd'hui compte tenu de la réglementation. Mathieu, pour rebondir sur ça, tu m'avais fait un petit teasing sur les commentaires de Jérôme Bacher sur les nouveautés sur la fiscalité des NFT. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations, que j'ai resté très curieuse après ce commentaire? Absolument, très rapidement parce que je vois que l'heure tourne, mais en effet, cette question de la fiscalité, elle revient aussi très régulièrement parce qu'il n'y a pas de régime spécifique pour les NFT. Se pose la question de savoir quel est le traitement fiscal pour un NFT qui représente une œuvre d'art ou un NFT qui représente un bien de luxe. Il n'y a pas, là encore, de réponse toute faite. En revanche, en effet, comme tu le dis, Analia, un sénateur a très récemment saisi le gouvernement pour lui demander de clarifier le régime fiscal applicable à ces NFT. On attend toujours la réponse, mais je pense que c'est très important de suivre attentivement ces travaux et surtout, il ne faudrait pas que la réponse soit à nouveau trop générale et globale et impose un même régime fiscal pour tous les cas de NFT parce qu'on voit bien que la fiscalité d'un CryptoKitties et la fiscalité d'un NFT utilisé dans la grande consommation, ça ne doit pas être la même. Donc ça, c'est important de suivre et c'est même important de s'impliquer et d'aller faire des démarches de pédagogie auprès des pouvoirs publics pour bien s'assurer que les réponses qui seront apportées sont les bonnes.
Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Mathieu. Alors, on va maintenant se demander et aider nos participants à se poser les bonnes questions. Voilà, j'ai envie de me lancer dans un business comme celui des NFT. Qu'est-ce qu'il faut absolument que je check avant de le faire? Analia. Merci. Je pense que je me suis émotionnée un peu quand on a parlé des cas d'usage et j'ai répondu un peu à cette question, mais je pense je pense que c'est bon de savoir que c'est important de se poser la question, de ne pas essayer de forcer un NFT dans notre business, mais se poser la question de quelles fonctionnalités de la blockchain sont les plus adaptées pour notre cas d'usage en particulier. Donc, pas se presser à faire des photos d'un burger végétarien ni transformer en NFT, mais se dire comment je faire en sorte d'avoir un business model qui soit adaptée et cohérente avec le business model ou la vision que j'avais déjà de mon produit. Donc, pour faire une utilisation intelligente de la blockchain. Et aussi, comme je disais avant, je me permets de me répéter, de trouver du support, non? D'aller parler avec Mathieu, de venir parler avec nous pour qu'on vous aide à comprendre un peu tous les détails et toutes les choses fascinantes qu'on peut faire avec des NFT et pour pouvoir imaginer des cas d'usage des cas d'usage innovantes et garder en tête qu'on peut faire, que ce n'est pas nécessaire qu'on parle d'un actif de luxe, que l'NFT, il n'a pas vocation, il n'a pas besoin d'être un objet hyper cher qui se vend hyper cher. Il est très, très utile, même quand on l'utilisait pour des questions un peu plus logistiques. Donc, je pense qu'il y a la place pour trouver des solutions innovantes pour les NFT dans tous les business. Et il faut se laisser, se permettre d'être créatif à l'heure de trouver une solution de NFT et pas sortir en courant à faire des NFT avec des photos des chats, que c'est beau, j'aime bien les chats, mais bon. Et oui. Mathieu, tu as peut-être des points à ajouter. Moi j'ai très envie aussi pour nos participants que vous donniez, vous avez tous les deux une belle expérience, des exemples déjà de plateformes NFT que vous connaissez, si ça vous paraît possible. Ça peut être intéressant que les gens sachent aussi ce que vous avez en tête à ce sujet. Bien sûr. Oui, go Mathieu. Sur les questions préalables, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Je pense que c'est très important de bien garder en tête le fait que les NFT offrent énormément d'opportunités et de potentiel, mais que ce n'est pas la solution à tout et qu'il faut vraiment voir dans quelle mesure ça offre quelque chose de nouveau compte tenu de son activité. Et c'est là où travailler avec Blockchain XDev, c'est en particulier intéressant pour pouvoir challenger ça et vraiment être sûr que on utilise cette technologie et ce format à bon escient, ouais. À bon escient, absolument. Et c'est quelque chose aussi que je rappelle souvent, mais typiquement dans ce type de projet très innovant, en tout cas nous on le voit pour nos clients, c'est extrêmement important à mon sens de pouvoir mener de front et en lien les questions business, les questions technologiques et les questions juridiques, parce que tout est corrélé en fait. Et souvent, malheureusement, on l'a vu dans certains cas, quand un acteur avance uniquement sur la partie business sans se poser du tout la question technologique ou juridique, après, ça rend les choses beaucoup plus compliquées parce que, en fait, il faut un peu rétro-pédaler pour être sûr de bien prendre en compte les aspects, notamment juridiques. Enfin, je prends cet exemple, mais je suis intimement convaincu, de par mon expérience, que ces trois enjeux, business, technologique, juridique, sont étroitement liés et qu'il faut les mener d'une manière cohérente et de front. Et en plus, évidemment, travailler avec des partenaires qui s'entendent, c'est un plus parce que ça fluidifie ce travail et ça le facilite beaucoup.
Oui, tout à fait. On voit plusieurs fois, on voit beaucoup de gens qui se lancent à développer des solutions technologiques ou à explorer des sujets de technologie en se disant que, OK, on peut faire un changement de paradigme, mais ils s'oublient qu'il y a toute une réglementation et que, du coup, toutes leurs solutions ne vont avoir aucune valeur ou que même elles peuvent fonctionner tranquillement, mais que les moments arrivés quand une situation se complexifie, ils ne vont pas avoir les supports légaux, ils ne vont pas avoir les supports de gouvernement, ou que même sa solution, même si elle est super innovante et sympathique, si elle ne peut pas se connecter au système traditionnel et qui fonctionne des institutions gouvernementales dans des différents industries. Je pense particulièrement à l'émission des Green Bonds, que je vois de plus en plus de gens qui travaillent avec, je suis désolée, je croyais que c'était ici, avec des gens qui travaillent par exemple avec la réforestation, qu'ils décident de faire des émissions de NFT pour les utiliser comme par exemple comme Green Bonds, mais en vrai, si on n'est pas connecté au système officiel de la Commission européenne pour l'émission de Green Bonds, alors tout cette modèle économique, il n'a pas de valeur. Donc, c'est très, très important à chaque fois de consulter des avocats spécialisés, pas un pote avocat, mais quelqu'un qui vraiment connaît qu'est-ce qui se passe, pour ne pas avoir des surprises plus tard. Parce qu'il a vraiment, comme disait Mathieu, il a vraiment des différences juridiques selon si on les émet, comment on les émet, c'est qui va détenir les clés privées. Est-ce que mon utilisateur il va détenir la clé privée ou que nous, on va garder ce pouvoir? Donc, il y a tellement de détails à savoir que même quand on est déjà dans la blockchain depuis des années, ça reste compliqué. Pas compliqué, mais complexe. Donc, du coup, c'est important de voir les trois sujets en même temps. Donc, l'attractivité technologique, la partie juridique et la dimension business. Ouais. Et la dimension business. Merci, j'avais oublié c'était quoi les troisièmes. Merci, Anne-Sophie. Bon, ben, on arrive aux questions. Donc, c'est à vous. Peut-être qu'on peut parler aussi des quelques exemples que vous avez en tête si vous voulez revenir dessus. Et sinon, à vous de jouer. Si tu veux, Mathieu, je vais prendre la première et je te laisse prendre la deuxième. Donc, pour la question des Zakaria, je pense qu'il y a dans les cas, si j'ai bien compris la question, donc la question c'est est-ce qu'en utilisant un token pour représenter une action d'une société reconnue dans laquelle on a confiance, est-ce qu'on ne devrait pas utiliser des NFT pour faire la différence entre ces tokens fongibles émettés par une société très, très reconnue pour faire la différence avec une autre société moins connue. Donc, du coup, dans ce cas en particulier, si je pense on parle de security tokens, si j'ai bien compris la question. Donc, du coup, quand on parle de security tokens, même si ces security tokens ou ces tokens qui sont été émis par une boîte, tous les tokens émis pour les mêmes institutions, entre eux, ils sont fongibles, mais ils ne sont pas fongibles avec les autres tokens qui sont été émis par une autre boîte. Donc, la fongibilité, ça va rester, un token va rester fongible dans son conjoint, dans un type de token. Donc, même si on utilise des tokens fongibles, la confiance qu'on va accorder à un token fongible émis, par exemple, par les gouvernements de France, ne va pas être la même confiance que je peux avoir dans un token émis par quelqu'un en Internet qui n'avait jamais vu son visage. J'espère que ça répond à ta question, Zakaria. Je te laisse répondre les fonds d'investissement, Mathieu. Merci. Oui, non, je suis absolument d'accord avec toi. Enfin, typiquement sur une émission de titres, donc par exemple d'actions ou d'obligations, la définition juridique d'un titre, c'est que c'est fongible entre les titres d'une même émission. Mais bien sûr, dès lors que les titres sont émis par un autre émetteur, c'est évidemment non fongible, puisque ça ne donne pas droit aux mêmes prérogatives. Quand vous allez avoir un droit aux dividendes de Apple parce que vous détenez une action tokenisée de Apple, ce n'est pas la même chose que quand vous allez détenir une action émise par Mathieu Lucchesi Incorporation qui est bien moins lucrative. Je vous le
je vous le confirme. Sur la question sur les fonds d'investissement, alors c'est une question qui est très intéressante et elle se pose d'autant plus aujourd'hui, et nous, on a des clients avec qui on travaille sur ces sujets-là, parce que les NFT sont aujourd'hui, enfin en tout cas pour certains, atteignent des valeurs et des rendements extrêmement intéressants qui évidemment suscitent l'intérêt des acteurs financiers. La possibilité d'investir dans des NFT, on y revient toujours, ça va dépendre du cas d'usage et ça va dépendre du coup de la qualification juridique du NFT en question. Encore une fois, la question, elle ne se pose pas de la même manière quand un fonds d'investissement envisage d'investir dans un NFT qui est en fait qualifiable d'actif numérique que dans un NFT qui n'est pas qualifiable d'actif numérique et qui est qualifiable uniquement d'autre chose, je ne sais pas, d'une œuvre d'art. Tout est possible. Les fonds d'investissement en France, en tout cas certains d'entre eux, peuvent investir dans des actifs numériques. Les fonds d'investissement, en tout cas certains d'entre eux en France, peuvent investir dans des œuvres d'art, par exemple, ou dans des actifs un peu originaux. Donc tout ça est possible, mais ce n'est pas les mêmes contraintes. Et encore une fois, tout dépend de la qualification juridique du NFT. Donc c'est vraiment, on revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, il faut faire cet exercice au préalable de dentelle juridique pour voir où est-ce qu'on se trouve. Merci Mathieu. Donc du coup, je vois les questions de Pascal qui dit comment établir les liens entre l'objet physique et les tokens. Et je vais enchaîner direct avec est-ce qu'on peut citer des projets qui ont accompagné. Donc, et après, j'étais dans la main pour que toi, tu nous parles, Mathieu, de tes projets. Mais donc, du coup, il y a plusieurs façons d'établir un lien entre un objet physique et un token. Et ça dépend toujours du type d'objet et de la complexité et des types d'interactions qu'on veut avoir avec les utilisateurs. Mais par exemple, il y a des objets de luxe, donc du coup, il a un investissement un peu plus fort sur cette connexion et qu'ils vont mettre des pouces à l'intérieur de l'objet qui va permettre de faire la liaison entre un token et cet objet. Après, il y a des façons plus simples à faire. Donc, par exemple, je peux avoir une plateforme utilisateur où quand moi, j'achète mon stylo, qu'il vienne avec un NFT. Donc, du coup, je rentre dans la plateforme, je remplis mon achat, ou ça peut être même au moment de l'achat, et ça va me donner une connexion directe avec ce token. Il y a des autres possibilités et que là, revient un des cas, je vais parler d'un des cas d'usage qu'on est en train d'accompagner, qui c'est un projet qu'on travaille avec DiviNation, que c'est un projet qui a pour mission d'apprendre à les enfants accompagnés par les écoles, de les apprendre sur la philanthropie et la finance décentralisée en utilisant des applications blockchain. Donc, dans cette bout philanthropique, ils ont imaginé un jeu de cartes qui a pour objectif que les enfants les utilisent. Ils ont comme objectif sauver le monde, résoudre des problèmes sociaux ou environnementaux. Et donc, du coup, cette carte, même s'ils reçoivent ces cartes à la maison, ils vont pouvoir faire utilisation des NFT associés à cette carte dans l'espace numérique. Et donc, du coup, les liaisons entre ces cartes et les représentations numériques est fait à travers un QR code. Donc, moi, je reçois mon deck de cartes et je vais pouvoir scanner le QR code et automatiquement, mon application, il va faire revenir tous les NFT dans ma propriété. Donc, moi, je trouve cette cas d'usage très sympathique. Et Mathieu, qu'est-ce que tu peux nous raconter de ton côté? Nous, on a travaillé sur des sujets aussi extrêmement variés, beaucoup dans le domaine du luxe, en effet. On a beaucoup travaillé sur ces sujets et également aussi dans le domaine du gaming, où en fait, on a travaillé sur des projets où en fait, les cartes de collection que je pouvais avoir quand j'étais enfant, en fait, tout ça est traduit sous forme de NFT
avec du coup une capacité beaucoup plus précise de voir qui a quelle collection, voilà, et avec aussi beaucoup plus de facilité à transférer des cartes et à certifier qui en est propriétaire. Donc, pas mal dans le sujet du gaming. Également dans l'événementiel, où en fait le développement de NFT, c'était aussi envisagé comme une manière innovante de financer ces événements, enfin des événements plutôt, grâce à l'émission de NFT qui donnait des droits particuliers à leurs détenteurs lors de l'événement, un accès particulier à certains services, etc. Donc, les sujets ont été extrêmement variés aussi de notre côté. Parfait. Vous avez d'autres points? Pardon, on arrive un petit peu au bout. Analia, tu voulais ajouter quelque chose, je t'en prie? Non, pas du tout. Merci. Donc, il y a évidemment d'autres questions auxquelles on s'engage, comme on vous l'a dit, à répondre. On va vous transmettre dans le chat les coordonnées de chacun d'entre nous. Comme ça, vous avez la possibilité de poser vos questions en direct par email. On va également vous annoncer, on a le plaisir de vous annoncer notre prochain webinaire qui aura lieu le 25 juin et qui traitera d'un tout autre sujet puisque Blockchain ISDev est amené à traiter la plupart des sujets blockchain, tout comme Mathieu dans son domaine. Donc sur les données certifiées des véhicules connectés. On est très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. On espère que ça a répondu à la plupart de vos questions et que ça vous a vraiment éclairé sur les sujets auxquels on doit faire attention et ceux sur lesquels vous devez vous faire accompagner et encadrer votre projet. On espère que ça vous a donné plein d'idées, de petits chats ou autres. Et puis bonne journée à tous. Mathieu, Analia. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Sophie, merci Mathieu et merci tout le monde présent. Merci les participants aussi de votre attention. Bonne journée, Merci au revoir.